Bonjour, aujourd'hui on va commencer par un petit exercice. Donc d'abord je vais exposer l'exercice et ensuite j'expliquerai pourquoi c'est un résultat fondamental, dû à Moore et Penrose, dans la recherche de solutions, on va dire, d'approximation de solutions optimales dans des systèmes linéaires. Voilà. Alors tout de suite l'exercice. On a E et F, deux espaces euclidiens. F, une application linéaire de E dans F. Et il faut montrer qu'il existe une unique application linéaire G de F dans E, telle que, alors d'abord F rond G rond F égale F, G rond F rond G égale G. L'adjoint de G rond F, alors je vous rappelle que G rond F va être une application, ça va être un endomorphisme de E, forcément, E qui est euclidien, donc ça fait sens de parler d'adjoint. L'adjoint de G rond F, c'est G rond F, et l'adjoint de F rond G, c'est F rond G. Voilà, alors, pour une indication, d'abord, je pense qu'il est normal, si on veut bidouiller un peu, quand on cherche, de regarder les choses matriciellement, ces équations matriciellement, à condition évidemment qu'on choisisse une bonne base, et la bonne base, évidemment, c'est quand la matrice de F est de forme normale, c'est-à-dire vous avez une identité avec le rang de F ici, et 0, 0, 0. Voilà, quand vous avez cette matrice, ce qui permet de simplifier énormément les calculs quand vous voulez faire des choses comme ça, parce que si vous ne prenez pas F le plus simple possible, après les calculs, ils deviennent inextricables. Voilà. Après, le problème, c'est que cette base-là ne va pas forcément être compatible avec l'adjoint. C'est-à-dire que quand on va faire ce changement de base, ça ne va pas forcément être une base orthogonale ou orthonormée pour eux. Et du coup, ça va être difficile d'exprimer ceci. Voilà. Bon, donc ça, c'est pour ceux qui voudraient le faire matriciellement. Mais au moins, ces deux équations-là, vous pouvez avoir énormément de renseignements sur G à partir de ces deux choses-là. Maintenant, il y a ça encore. Après, ça rend les choses difficiles. Alors, je vais donner une indication pour prendre les choses sans les calculs, juste en restant finalement, dans le format un peu axiomatique de l'exercice. Eh bien, montrer que ker de G et im de F sont en somme directe, en plus en somme directe orthogonale, d'accord, pour la structure euclidienne de F. Bon, vous voyez que c'est symétrique, donc dès que vous avez un résultat sur G et F comme celui-ci, vous avez le résultat symétrique sur F et G, et avec E. Donc ça, c'est assez clair. Il y a une symétrie parfaite ici dans l'exercice. Et deuxièmement, montrer que la restriction de F à im de G vers im de F et la restriction de G à im de F vers im de G sont des bijections inverses l'une de l'autre. Voilà. Avec ça, bon, si vous arrivez à montrer ça, il est clair que G va être unique et on va pouvoir la construire. C'est-à-dire que j'arrive à la construire si, voilà, vous avez ker de G, bon F est donné au départ. Donc vous avez im de F, ker de G est fixé, puisque ker de G c'est l'orthogonale de im de F. G, il va falloir le définir sur ker de G et sur im de F si on veut le définir sur F. Sur ker de G, c'est simple, c'est 0, donc c'est unique, d'accord, et ça existe. Et sur im de F, il suffit de prendre l'inverse de F restreint à im de G. Voilà, donc là maintenant, G est défini de façon unique. Alors allons-y. Un premier temps, on va montrer que ker G est en somme directe avec im F, dans grand F évidemment. Et donc par symétrie de la situation, on aura aussi montré que ker F est en somme directe avec im G dans grand E. Voilà. Alors allons-y, on va regarder l'intersection de ker G et im F, et j'affirme que c'est 0 parce que si je prends y dans l'intersection, alors y s'écrit f de x avec un x dans E, maintenant je peux écrire f égale f rond G rond F, donc ici
on a f de x, je reconnais y, mais g de y égale 0 parce qu'y est dans le quart de g, donc là ça fait 0 par linéarité. Donc on voit bien que l'intersection c'est juste 0. Voilà. Maintenant, pour avoir la somme, eh bien il suffit de le faire avec des dimensions. Hein. Vous voyez que ça reste des petits exercices de classe prépa. Hein. Donc on a dim ker g plus dim im f. A priori, il est inférieur à dim de f, puisque l'intersection est égale à 0. Ça, c'est finalement, on peut voir ça comme la formule de Grassmann. C'est même pas la peine d'aller si loin, mais bon, la formule de Grassmann nous le donne. Mais par symétrie de la situation, comme on a ça, on a aussi dim de ker f plus dim de im g est inférieur ou égal à dim de e. D'accord? C'est la même chose. Donc maintenant, je vais écrire la formule du rang. J'ai dim de ker f, c'est dim de e moins dim de im f. Dim de im g, c'est dim de f moins dim de ker g. Donc là, je reprends cette formule, donc c'est inférieur à dim de e. Et je simplifie par dim de e. Je passe dim de im f et dim de ker g de l'autre côté. Et ça fait dim de im f plus dim de ker g est supérieur ou égal à dim de f. Ce qui fait que comme j'avais inférieur ou égal et supérieur ou égal, j'ai égalité des dimensions. Donc la dimension de ça plus la dimension de ça, c'est égal à la dimension de ça. Comme on a l'intersection nulle, eh bien on a la somme directe. Voilà. Maintenant, un petit plus, pour montrer que la restriction de f sur img et la restriction de g sur imf vont être en bijection réciproque, eh bien, on peut déjà commencer par remarquer que dim de imf, c'est dim de f moins dim de ker g, ça vient directement de cette somme directe, mais ça, par la formule du rang, c'est dim de img. Donc déjà, f et g ont même rang. Voilà. On continue. Donc maintenant, on va montrer que, alors je vais mettre un tilde pour les restrictions. Donc la restriction de f tilde, de img dans imf, et la restriction de g de imf dans img, donc g tilde là. Donc c'est à la fois une restriction ici et une co-restriction à droite pour les deux. Ce sont des bijections réciproques. Déjà, c'est pas stupide, puisqu'on a vu que f et g ont même rang. Donc là, on a des sous-espaces de même dimension. Il suffit de montrer que g tilde de f tilde de x est égal à x, parce que par symétrie de la situation, on aura la même chose de l'autre côté. Donc je pars de x dans img, là ici, et je veux montrer que g tilde de f tilde de x est égal à x. Alors on va poser x' égale justement ce g tilde de f tilde de x, il faut montrer que x' est égal à x, et bien sûr que x' est dans im de g, évidemment, puisqu'il est de la forme g de quelque chose. Bon, de toute façon, il est dans l'image de g tilde, tout ça c'est bien défini. Donc on a f tilde maintenant de x', je regarde f tilde, ça fait f tilde de g tilde de f tilde de x, mais là ça fait f tilde de x d'après les relations qui sont ici, et donc je vois que x' moins x va vérifier par linéarité f tilde de x' moins x égale 0. Donc ça veut dire que x' moins x appartient à ker de f tilde, donc en particulier à ker de f. Mais vous remarquerez que x' appartient à im de g, et que x au départ appartenait à im de g. Donc ici on a x' moins x qui appartient à im de g aussi. On a vu que l'intersection c'était nul, donc x' moins x est nul, et donc x' est égal à x. Voilà. Alors maintenant, il reste à montrer que la somme directe, les sommes directes sont des sommes directes orthogonales pour l'espace euclidien. Et là maintenant, on va commencer à se servir de ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à P égale G rond F. Toujours par symétrie, on aura des résultats sur F rond G. C'est évidemment un endomorphisme de E. On remarque qu'il vérifie P2 égale G rond F, rond G rond F, mais ça, c'est G, donc on retrouve G rond F, et donc c'est P. Donc P est un projecteur. Voilà. Donc ce qui veut dire que, comme c'est un projecteur, on a une somme directe entre ker de P et im de P. Et im de P qui est aussi ker de P moins identité. C'est-à-dire que P est un projecteur sur im de P
parallèlement à ker de P, et avec im de P, c'est le sous-espace propre pour la valeur propre 1. Bien, on remarque que ker de F est inclus dans ker de P. Ce que je vais montrer, c'est que P est un projecteur, eh bien, sur im de G, parallèlement à ker de F. Pour ça, pour l'instant, j'ai juste que ker de F est inclus dans ker de P, évidemment, et je voudrais la réciproque. Alors, je pars d'un élément de ker de P, je veux montrer que c'est un élément de ker de F, donc j'écris P de x égale 0, ça fait G de F de x égale 0. G, comme il est restreint à F de x, je peux l'écrire G tilde, et là je me rappelle que G tilde est iso, donc je peux simplifier, ça me fait F de x égale 0. Donc ça veut dire que x appartient bien à ker de F, donc j'ai la réciproque, j'ai ker de F est égal à ker de P. Maintenant, im de P est inclus évidemment dans im de G, d'après ceci, mais d'après ça et d'après les sommes directes qu'on a montrées tout à l'heure, ils ont même dimension, donc on a im de P égale im de G. Voilà. Donc on a bien montré que P était un projecteur sur im de G parallèlement à ker de F. Mais maintenant, P étoile est égal à P. D'accord ? Donc ça veut dire que P est auto-adjoint pour la forme euclidienne qu'il y a sur E, et par le théorème spectral, les sous-espaces propres, pour un endomorphisme auto-adjoint, sont orthogonaux. Ça c'est bien connu, c'est le théorème spectral. Donc ça veut dire que im de G et ker de F sont bien orthogonaux. Voilà, et de la même manière pour im de F et ker de G vont être orthogonaux pour la structure euclidienne de F. Voilà, c'est pas tout à fait terminé, parce que ce qu'on a montré, c'est que G était unique finalement, mais il faudrait maintenant une petite réciproque pour montrer qu'il existe, donc une construction vraiment de G. Donc juste pour se rassurer, on montre l'existence de G, on voit que c'était unique, maintenant l'existence, donc nécessairement, G va de F dans F. On regarde la décomposition de F en im F plus son orthogonale. Donc ça, je sais que nécessairement, c'est ker de G, ça. Donc comment je vais construire G ? Sur im F orthogonale, je dis que c'est 0. Maintenant, sur im F, c'est simplement l'inverse de ce F tilde qu'on a construit, c'est-à-dire la restriction de F à im G, dans im F. Donc c'est l'inverse. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je prends E, une base orthonormée, qui est compatible avec cette décomposition-là, d'accord ? Donc ici, je vais prendre E1 jusqu'à ER, et ici, je rajoute, donc là, j'ai une base de im de G, que je peux prendre donc orthonormée, et ici, une base de ker de F, là, ici, que je concatène, pour créer une base de E. Donc P, c'est l'im de E. Et maintenant, je sais que là-dessus, F est injective, puisque c'était le F tilde qui est bijective. Donc ici, je vais encore avoir une partie libre que je complète en une base de F. Avec ceci, évidemment, comme ici je suis dans im de F, je vais prendre ceci dans ker de G. Voilà. Donc là maintenant, par construction, vu ceci, on a que la matrice de F dans cette base, ça va être ici IR, là 0 à ce niveau-là, puis ici 0, puisque là je suis dans ker de F, d'accord ? Et la matrice de G, oui, je fais ça matriciellement, vous avez compris, je m'embête pas, bon, ça permet d'éviter de faire 150K, quoi, de regarder directement avec un calcul matriciel. Ici, pour G, comme G c'est l'inverse de F, ici, à chaque fois, je vais retrouver mes EI, et je vais avoir IR 0, et là, je suis sur ker de G, donc j'ai 0. Voilà. Et donc, avec ces matrices-là, ces formules sont très facilement vérifiées. Maintenant, il faut ceci, oui, mais G rond F, on voit avec ces formules que G rond F, c'est un projecteur orthogonal sur img, évidemment, donc en faisant le produit matriciel, il n'y a que des identités, et comme c'est un projecteur et qu'il est orthogonal, parce que les deux sous-espaces sont orthogonaux, il est forcément auto-adjoint.
Ça, c'est connu. Et donc, on a P étoile égale P. Hein, voilà. Et pareil pour le... Voilà, donc là, l'exercice est terminé. Maintenant, j'aimerais quand même dire 2 mots sur pourquoi Moore et Penrose se sont intéressés à cette axiomatisation. En fait, G, ça va être ce qu'on appelle le, parce qu'il existe et il est unique. G, c'est le pseudo, ou la pseudo, parce que c'est une application linéaire, la pseudo inverse de petit f. Et on va voir dans les recherches d'approximation de solutions à des systèmes linéaires, pourquoi c'est non seulement utile, mais incontournable. Alors, là maintenant, comme promis, la très jolie histoire de système linéaire et d'approximation. Hein, on a un système qui s'écrit AX égale B. Alors, A, ça va être la matrice de l'application F ici. On est sur RP dans Rn euclidien, tout ça avec les structures euclidiennes canoniques, pour qu'il n'y ait pas de problème pour passer de F à la matrice. Et A+, ce sera ici la matrice de G. Bon, ça s'appelle traditionnellement A+. Eh bien, voilà, ce qui se passe, c'est que si je pose x0 égale A plus B, d'accord, où A plus c'est la matrice de G, G qui a été construite ici, alors regardez ce qui va se passer. Je fais AX0, ça fait AA plus B, mais AA plus c'est finalement FG, FG qui va être une projection orthogonale sur IMF, et bon, parallèlement à Kerr de ça, mais a priori sur IMF, et c'est une projection orthogonale. Bon, on laisse ça de côté. Donc maintenant, si x' est une autre solution, c'est-à-dire qu'il va vérifier ax' égale ax0, alors attention, c'est pas solution de ça, parce qu'il n'y a pas de solution, on est en train d'approximer des choses. Donc ici, c'est solution de ça. Alors forcément, x' moins x0, que j'appelle y, eh ben, il est dans Kerr A. Ce qui veut dire que x', il s'écrit x0 plus y, mais x0 est dans img. Bah oui, regardez, puisqu'il est dans img. Et y, eh ben, il est dans Kerr A. Donc ça, c'est orthogonal. Ce qui veut dire que, maintenant, x0, c'est la projection orthogonale de x' sur img, et ce qui veut dire que x0, ça va être parmi les solutions, celle, on le voit, de norme minimale, puisque c'est orthogonal, par Pythagore, la norme de x' va être supérieure ou égale à la norme de x0, et x0 va être l'unique élément de norme minimale parmi toutes les solutions. Mais les solutions de quoi? AX0, il fait ce qu'il peut. AX0, il approxime B, le mieux possible. C'est l'approche Q de B, c'est la meilleure approche qu'on puisse faire de B pour la structure euclidienne de F. Voilà. Donc, je résume, x0, c'est la solution de norme minimale telle que ax moins b est de norme minimale. Donc, c'est la meilleure solution, en quelque sorte, à ce système dans le sens d'approximation, et d'approximation pour des structures euclidiennes. Voilà. Alors, donc, j'avais fait déjà une vidéo qui s'appelle justement pseudo-inverse, et qui est toute récente, et où j'ai montré la chose suivante, c'est A égale BC, avec B injective et C surjective. On peut toujours décomposer une matrice quelconque comme ceci. Eh bien, A+, c'est tout simplement C transposé. C transposé moins 1, parce que ça, il se trouve que c'est inversible, fois B transposé B moins 1, parce que ça, il se trouve que c'est inversible aussi, fois B transposé. Mais, bon, vous voyez que ça, c'est une vision matricielle. C'est très engoncé dans ses bases, d'accord? Voilà. Alors que cette vision-là, quand même, quand il y a deux mathématiciens comme Moore et Penrose qui donnent cette axiomatique pour la résolution approchée de systèmes, ça a quand même plus de gueule, quoi. Et surtout, ça peut s'adapter ici à n'importe quelle structure euclidienne, même d'une forme quadratique, par exemple, non dégénérée, où il faudrait que
que cette forme quadratique sur IMF soit aussi non dégénérée, hein, pour que l'orthogonale soit en somme directe, mais ça peut s'adapter à des tas de choses, à des tas de bases. Donc ça c'est un argument théorique extrêmement fort. Et ça, c'était juste une vision matricielle qui est très pratique, et je pense que ça évidemment, c'est très utile. Et donc voilà pour ce bel exemple où des mathématiques fondamentales et des mathématiques appliquées font bon ménage.